Alors, dans cette capsule, nous allons étudier en détail la mathématique de l'ACP, c'est-à-dire comment on va arriver à trouver nos composantes principales. Alors, je vous rappelle que ce qu'on fait quand on fait l'ACP, c'est qu'on cherche une combinaison linéaire des variables qui maximise la variance. Donc qui va chercher le plus d'informations. Pour voir comment on va faire ça, on va d'abord devoir se donner une certaine notation. Donc, on va utiliser P pour parler du nombre de variables qu'il y a dans notre jeu de données, N pour le nombre d'observations, X, ça va être une matrice de taille N par P. Sigma va être la matrice de variance, covariance de X, donc une matrice de P par P. YK, ça va être notre kème composante principale, donc un vecteur de dimension N. Et puis alpha K, ben, ça va être les coefficients qui vont nous permettre d'obtenir la kème composante principale. Donc, si on l'écrit au long, là, ici, nos alpha K vont nous permettre d'obtenir notre composante principale K. Et puis, on va l'écrire de façon, on va utiliser une notation matricielle pour le faire avec alpha K transposé fois X. Alors, vous comprendrez ici que alpha K, le kème vecteur de coefficient, il est de dimension P. Donc, il correspond au nombre de variables. Alors, on a dit qu'on voulait maximiser la variance dans notre jeu de données. Maximiser la variance qu'on extrait du jeu de données dans une seule composante. C'est ce qu'on cherche à faire avec notre première composante. Donc, ce qu'on veut maximiser, c'est la variance de Y1, la variance de notre première composante principale. Donc, la variance d'une combinaison linéaire de nos X. Et là, je vais vous faire un petit rappel de statistiques. Donc, la variance de AX plus B, si A et B sont des constantes et que X est une variable aléatoire, ça va être égal à A carré fois la variance de X. Donc, c'est exactement la même chose qu'on utilise ici, sauf que là, on travaille avec des vecteurs et des matrices. On ne travaille pas avec des scalaires. Donc, on va utiliser la notation matricielle pour dire la même chose. Donc, ça va être alpha transposé 1 fois la matrice de variance-covariance de X fois alpha 1. Et c'est ce qui va nous donner la variance de Y1. Et c'est ce qu'on va chercher à maximiser. Donc ici, vous comprendrez qu'il y a mes alpha, un peu comme A et B ici. Mes alpha, ce sont des constantes. On ne les a pas encore trouvées, mais ce sont quand même des constantes. Ce qui nous permet d'utiliser cette formule-là. Alors, le problème est donc de maximiser la variance de Y1 ici. Évidemment, il y a une solution triviale. On pourrait choisir des vecteurs alpha qui sont à l'infini, donc on aurait une variance infinie. Et ça maximiserait évidemment notre variance, mais ce ne serait pas très intéressant. Pour différentes raisons, la contrainte qu'on va choisir d'imposer sur nos coefficients pour avoir quelque chose de plus intéressant, ça va être que ces coefficients-là soient de longueur 1. Donc, on va imposer cette contrainte-là. Vous allez voir que ça va rendre les choses un petit peu plus intéressantes plus tard. Donc, pour maximiser en imposant cette contrainte, que la taille de nos vecteurs est égale à 1, que alpha 1 transposé alpha est égal à 1. Pour faire ça, on va utiliser la stratégie là, avec le multiplicateur de Lagrange. Donc, on va venir maximiser sous contrainte notre variance. Alors, évidemment, pour maximiser ça, on va prendre cette formule-là, on va la dériver, on va poser la dérivée à 0, on va résoudre, on va s'assurer que c'est bien un maximum, évidemment, et on va obtenir à la toute fin ça ici, qui est évidemment vrai uniquement si sigma alpha 1 est égal à lambda alpha 1. Et ça ici, pour ceux qui se souviennent bien de leur cours d'algèbre, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit quand on parle de valeurs propres et de vecteurs propres.
Donc, pour ceux qui se rappellent un petit peu moins de ça, on va regarder rapidement un petit rappel d'algèbre. Donc, soit M, une matrice carrée. Donc, ici, là, notre M, ça va être plutôt sigma. On va avoir, puis c'est une matrice de variance-covariance, donc c'est évidemment une matrice carrée. Alors, on dit que lambda est une valeur propre de M, dans notre cas de sigma, s'il existe un vecteur non nul tel que mx est égal à lambda x. Donc, vous voyez, là, c'est exactement la forme qu'on avait à la diapo précédente. Donc, dans ce cas-là, x, mais nous, ici, notre x, on l'a appelé alpha 1, mais x, ça va être un vecteur propre correspondant à la valeur propre lambda. Et c'est ce qu'on a ici comme forme. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut absolument que alpha, ici, ce soit un vecteur propre normé parce qu'on a imposé cette contrainte-là, mais il faut absolument que ce soit un vecteur propre de sigma et que lambda soit la valeur propre correspondante. Alors, on a identifié ça, mais comme vous le savez, là, les valeurs propres, les vecteurs propres, il n'y en a pas une seule pour une matrice. Donc, si notre matrice sigma est de dimension P par P, mais on a P valeur propre, P vecteur propre. Alors, laquelle est la bonne là-dedans? Bien, pour trouver la réponse à cette question-là, on va calculer la variance de Y1. Donc, on a voulu maximiser cette variance-là. Maintenant, on va la calculer. Alors, la variance de Y1, ben, c'est la variance de alpha 1 transposé sigma alpha 1. On l'a dit précédemment. Mais on a aussi vu que sigma fois alpha 1, c'est égal à lambda fois alpha 1. Et puis, lambda, c'est une constante. Donc, on peut la ramener en avant, ce qui nous permet d'arriver à la deuxième ligne ici. Ensuite, ce morceau-là, alpha 1 transposé alpha 1, on a imposé une contrainte pour qu'il soit égal à 1. Donc ça nous donne 1 ici. Et finalement, on se retrouve uniquement avec lambda. Donc, la variance de Y1, c'est égal à lambda. Alors, pour trouver le vecteur propre qui va maximiser la variance de Y1, bien, j'ai tout simplement à trouver la valeur propre la plus grande de ma matrice sigma. Et ça va me permettre d'arriver à d'obtenir mon vecteur propre pour aller calculer ma première composante principale. Autrement dit, lambda 1, pour être plus clair, lambda 1, c'est la plus grande valeur propre de sigma. Et alpha 1, mes coefficients qui vont me permettre de calculer ma combinaison linéaire, mais c'est le vecteur propre normé correspondant à lambda 1. Tout simplement. On a trouvé notre première composante principale. On va maintenant essayer de trouver la deuxième composante principale. Alors, pour trouver la deuxième composante principale, on va poursuivre deux objectifs. Premier objectif, on veut encore conserver le maximum de variations présentes dans X. Donc, on veut encore aller chercher le plus d'informations possible. On veut simplifier la structure de dépendance aussi. Pourquoi? Pour faciliter l'interprétation, mais aussi pour assurer une certaine stabilité numérique des méthodes qu'on va utiliser, avec lesquelles on va utiliser les composantes principales. Donc, on cherche à faire quoi? On cherche à trouver une deuxième composante, Y2. On cherche à trouver ces vecteurs-là. Alors, encore une fois, on veut que la variance de Y2 soit le plus grand possible, mais on veut encore une fois que alpha 2 transposé alpha 2 soit égal à 1, donc on veut encore que notre vecteur soit de longueur 1. Puis on va ajouter une contrainte de plus ici, on veut que la covariance entre Y2, qui est notre deuxième composante principale, et Y1 soit nulle. Donc, autrement dit, on veut que l'information qui est contenue dans la deuxième composante principale, c'est le plus d'informations qu'on pouvait aller chercher dans le jeu de données, mais qui n'était pas déjà présent dans Y1. Donc, l'information qu'on va chercher, la variabilité qu'on va chercher, elle est différente.
Alors ça va évidemment faciliter l'interprétation, mais ça va aussi beaucoup nous aider quand on veut utiliser les composantes principales pour faire des modèles prédictifs ou pour faire des modèles de segmentation par la suite. Parce que le fait que nos composantes ne soient pas du tout corrélées, ça facilite vraiment l'estimation des paramètres. Donc, pour faire ça, il faut faire encore un petit peu de calcul puis de tenir compte de l'aspect de l'indépendance entre les deux. C'est un petit peu plus compliqué, mais pas tant que ça quand même. Sauf qu'on se rend rapidement compte que YK, notre kème composante principale, ben c'est tout simplement alpha K transposé fois X ou alpha K et le vecteur propre normé associé à la kème plus grande valeur propre de sigma. Bref, pour trouver nos composantes principales, on calcule la matrice de variance-covariance, on extrait les valeurs propres et les vecteurs propres de cette matrice-là, on les classe dans l'ordre, et puis le vecteur propre qui correspond à la plus grande valeur propre, c'est ma première composante principale. Le vecteur propre qui correspond à ma deuxième plus grande valeur propre, c'est ma deuxième composante principale, et ainsi de suite. Alors, si on regarde matriciellement de quoi ça a l'air, donc de quoi ça a l'air matriciellement. Alors, vous voyez ici, Y, ce sont mes vecteurs, mes composantes principales. X, c'est mon jeu de données initial. Et A, c'est l'ensemble des vecteurs propres de sigma. Donc ici, là, vous avez chaque colonne de A et un vecteur propre de sigma. Donc le premier, c'est celui qui est associé à la valeur propre la plus grande, par exemple. Ici, X, c'est votre jeu de données initial. Et Y, c'est l'ensemble des composantes principales. Alors, quand l'objectif de l'analyse en composantes principales, c'est purement de simplifier la structure de corrélation, mais pour aller faire un autre modèle après, pour aller faire par exemple un modèle prédictif, bien souvent ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va conserver uniquement notre matrice Y ici et on va s'en servir pour remplacer nos variables originales. Donc, on va mettre cette matrice-là dans nos modèles à la place de mettre notre matrice, notre matrice là, de base, notre matrice initiale. Et puis, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre la matrice au complet, mais qu'on va sélectionner un certain nombre de composantes dans la matrice. On va revenir sur cet aspect-là plus tard. Ceci dit, quand on veut utiliser l'analyse en composantes principales pour explorer, comprendre notre jeu de données, on va aussi devoir s'attarder à nos vecteurs propres, donc à regarder la valeur de ces coefficients-là. Alors, il y a des capsules qui vont vous permettre d'aider à analyser les résultats. Donc, la dernière chose qu'on va faire concernant l'aspect mathématique, c'est que on va regarder certains aspects, certaines caractéristiques là, de l'algèbre qu'on a utilisé, puis on va regarder ce que ça implique pour l'analyse en composantes principales. Donc, premier petit rappel d'algèbre, si alpha est un vecteur propre de sigma correspondant à une valeur propre lambda, alors C fois alpha. C, c'est une constante. Donc, sera également un vecteur propre de sigma correspondant à lambda. Dans notre cas, ça ne pourrait pas être n'importe quoi, cette constante-là, parce que on a normé, on a choisi des vecteurs propres normés. Mais C pourrait être égal à 1 ou à moins 1, et ça respecterait notre contrainte quand même sur les vecteurs propres normés. Alors, l'implication concrète de ça, c'est que parfois, d'un logiciel à l'autre, on va obtenir le vecteur propre, puis parfois on va obtenir moins le vecteur propre. Donc, le signe peut changer selon les logiciels et les fonctions que vous utilisez.
Alors, ça explique la différence parfois qu'on obtient en certains résultats. Juste le fait de le savoir, après ça, on prend en considération, puis ça évite des problèmes. Mais quand on ne le sait pas, ça peut être un peu embêtant. Donc, nos vecteurs propres, ils sont uniques, mais à un signe près. Et ça va varier d'un logiciel à l'autre. Si sigma est symétrique et alpha 1 et alpha 2 sont des vecteurs propres correspondant à des valeurs propres différentes de sigma, alors alpha 1 et alpha 2 sont orthogonaux. Donc ça nous étonne, ça nous étonne pas beaucoup. Si sigma est symétrique, toutes ses valeurs propres sont réelles. Donc sigma est effectivement symétrique et toutes ses valeurs propres sont réelles. Ben ça c'est quand même intéressant parce que une variance, la valeur propre correspond à la variance de notre composante principale et puis une variance, c'est quand même le fun que ce soit une valeur réelle. Si sigma est définie non négative ou définie positive, alors toutes ces valeurs propres sont non négatives ou positives. Ben, ça aussi, c'est quand même le fun parce qu'une variance, donc je rappelle que la valeur propre, ça va correspondre à la variance de notre composante principale. Une variance, ça peut pas être négatif. Donc, tout ça est très cohérent finalement. Alors voilà, on a fait le tour de l'aspect mathématique, de comment mathématiquement là, on parvient au résultat de l'analyse en composantes principales, comment on parvient à calculer les composantes principales. Donc dans les autres capsules que vous allez avoir à écouter, vous allez voir comment interpréter tout ça.